Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24 au sommaire cette semaine. Ils ont moins de 35 ans et révolutionnent déjà le monde. Le prestigieux MIT les a consacrés dans un récent classement. Portrait de ces nouveaux innovateurs et innovatrices. L'un d'entre eux, Xavier Duportet, sera notre invité. Et dans Test 24, la robomania envahit le plateau. Robots médicaments, émotionnels, tout-terrain ou même partenaires de jeu, Guillaume Gralet du magazine Le Point a déniché plusieurs découvertes au salon InnoRobot, démo à suivre. Mais d'abord, il a 27 ans et pourrait bien révolutionner nos vies avec ses antibiotiques du futur. Xavier Duportet est tombé dans la science quand il était petit. Sacré innovateur français de l'année par le fameux MIT, ce docteur en biologie synthétique se lève de son propre aveu chaque matin pour essayer de changer le monde. Il est notre invité dans TAC24. Bonjour Xavier. Bonjour Marjorie. Avoir été sacré innovateur français de l'année, c'est pas un titre un peu lourd à porter quand même? C'est un peu lourd à porter, mais c'est un titre au final qui récompense moi, mais aussi tous ceux avec qui j'ai travaillé et qui m'ont apporté beaucoup et qui ont fait qu'on ait réussi à passer d'une idée à une innovation et à quelque chose qui marche et qui potentiellement pourra peut-être un jour changer le monde, on l'espère. Et justement, cette innovation pour laquelle vous avez été remarqué, primé même, ce sont des antibiotiques intelligents. Concrètement, comment est-ce que ça marche ? Alors en fait, ce sont des antibiotiques intelligents, ce sont des antibiotiques qui sont programmables pour tuer de façon extrêmement sélective et spécifique des bactéries selon leur génome. C'est-à-dire que par exemple, on a dans notre microbiome, qui sont en fait toutes les bactéries qu'on a sur le corps, 10 trilliards de cellules, sur la peau, dans les intestins ou dans les poumons. Dans ces bactéries, il y en a des bonnes et des mauvaises. Des bonnes qui sont là pour prendre soin de nous, pour favoriser la digestion, pour nous protéger contre les mauvaises, justement. Et ces mauvaises, ce sont soit des bactéries qui sont virulentes, soit des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques actuels. C'est-à-dire que si on est infecté par une de ces bactéries, on prend un antibiotique qui ne va plus pouvoir la traiter, ne pouvoir tuer cette bactérie. Et aujourd'hui, nos antibiotiques intelligents, qu'on appelle des héligobiotiques, vont pouvoir en fait découvrir ces bactéries méchantes et tuer uniquement celles-là, tout en laissant les bonnes bactéries complètement intactes. Donc concrètement, si je résume et si je comprends bien, ça veut dire que les antibiotiques à l'heure actuelle, ce sont des bombes nucléaires et que vous, vos nanorobots, ce sont des snipers. Exactement, et c'est tout le but. Et en fait, le sniper marche parce que ce sont des nanorobots qui sont biologiques, qui ne sont pas composés de pièces mécaniques, mais de protéines en fait. Et ils arrivent à s'accrocher sur les bactéries de notre corps et injecter des petits ciseaux, des ciseaux moléculaires qui vont en fait scanner le génome de la bactérie, et s'il trouve une ligne de code, une séquence qui code justement pour une résistance à un antibiotique par exemple, et bien ça va tout simplement la découper, ce qui crée un bug dans la cellule, dans le software du vivant, l'ADN, et du coup va conduire à l'autodestruction de la bactérie de façon extrêmement spécifique. Alors si j'ose dire, vous êtes le fruit d'un double cursus, MIT et INRIA, franco-américain ou américano-français, si je le dis dans l'ordre. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, pour former de bons scientifiques et de bons entrepreneurs de la science, il faut forcément aller dans la mixité des cursus? Alors, pour former des bons scientifiques et des bons entrepreneurs de la science, c'est deux choses différentes. Pour former des bons scientifiques, on en a des très très bons en France. Il y en a des très très bons aux US. Si on fait les deux, c'est très bien aussi. Je pense que la différence, c'est pour former des entrepreneurs qui sont des anciens scientifiques, des entrepreneurs qui transforment des technologies issues de laboratoires en produits. En effet, là, c'est extrêmement important d'avoir non seulement une interdisciplinarité au niveau de la science, parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque de la convergence des technologies, où on se rend compte qu'on peut prendre des petites briques technologiques de la biologie et du digital, les mélanger et créer de nouveaux produits révolutionnaires. Et puis aussi une interdisciplinarité, une ouverture d'esprit, je dirais, entre la recherche et le business. Arriver à comprendre que c'est ça qui est un petit peu dur en France aujourd'hui, toujours dans la recherche publique, qu'un chercheur, il développe une technologie, mais sa technologie en tant que telle ne va pas arriver à sauver le monde. Il faut vraiment qu'il pense produit, marché, et arrive à comprendre qu'une technologie qui n'est pas transformée en produit, ça ne sert à rien en fait. Et justement, des scientifiques entrepreneurs, vous en mettez un certain nombre de défis puisque vous êtes le cofondateur du Hello Tomorrow Challenge. C'est un concours qui met donc les jeunes scientifiques et les start-upers du monde entier au défi justement pour promouvoir les technologies de demain. L'idée,
que vous aviez au moment du lancement justement de ce challenge, c'était quoi? De se dire que ça y est, les scientifiques ont plus d'un tour dans leur sac? Alors, c'était de dire qu'aujourd'hui, on vit à une époque où on parle beaucoup d'innovation de rupture, disruptive innovation, mais qui s'applique surtout en fait au business model innovant. Et donc que l'innovation, aujourd'hui, on peut créer beaucoup de nouvelles sociétés à fort impact seulement en trouvant des business models innovants. Mais pour répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, on a la chance d'aujourd'hui vivre aussi à l'aube d'une révolution technologique. Et que pour répondre à ces problèmes, il ne va pas seulement falloir des business models innovants, il va falloir trouver des technologies et des produits ultra innovants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui sont en train de développer ces technologies et ces produits partout dans le monde, que ce soit dans les meilleurs centres de recherche, mais dans des biohackerspace, un peu partout dans le monde, avec la démocratisation justement de l'approche de la technologie, et qu'il faut les mettre en avant, ces gens, comme les entrepreneurs du web, en faire des rockstars. Et donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Hello Tomorrow Challenge, arriver à sortir ces innovations des laboratoires pour les transformer en produits qui changent le monde, mais aussi mettre en avant tous ces innovateurs qui prennent beaucoup de risques, parce que souvent d'innover dans la technologie, dans la science, c'est quelque chose qui est plus risqué que le web, qui prend plus de temps, et du coup, il faut arriver à motiver les jeunes pour se lancer dans ces aventures. Xavier Duportet, biodisrupteur, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Tech24. Merci. Magie de la télévision, Xavier Duportet s'est transformé en Guillaume Gralet. Guillaume, on vous retrouve évidemment pour parler de ces autres génies repérés par le MIT. Outre Xavier, 10 Français et Françaises entrent aussi dans ce classieux classement des innovateurs européens de moins de 35 ans. Des innovateurs qui peuvent donc être aussi des innovatrices. Oui, Marjorie, c'est le cas de 2 personnes remarquables cette année. D'abord, Julie de Pimaudan, journaliste qui a été formée à l'Université libre de Bruxelles, qui a travaillé à Dubaï et qui a travaillé chez Google. Alors chez Google, elle a eu la passion des chiffres, manipuler, utiliser, récolter des datas. Et c'est un petit peu ce qu'elle utilise au quotidien à travers une start-up qui s'appelle Fluicity et qui va regarder les besoins des citoyens, voir comment les mairies peuvent leur répondre, bref, instaurer un nouveau dialogue. Alors il y a un autre projet complètement différent qui est celui de Anaïs Baru. Anaïs Baru, elle est diplômée d'HEC, elle est diplômée en optique, mais elle s'est intéressée aux maladies de la peau, grâce notamment à un infrarouge qui va vraiment regarder en profondeur, même à une distance très fine, notre peau. Et elle va travailler sur la réduction du cancer cutané, qui n'arrête pas d'augmenter. On est à plus de 10% chaque année. Donc 2 projets très différents, mais qui changent la vie, Marjorie. Allez, en France, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a vraiment des idées et des innovateurs et innovatrices, je le redis, de grands talents. Et tout de suite, Robomania en plateau dans Tech24. Avis de Robomania sur le plateau de Tech24, le festival de Cannes de la robotique, le salon InnoRobot dévoile de nouveaux droïdes. Et Guillaume, vous en avez repéré plusieurs. On a parlé tout à l'heure avec Xavier Duportet des nanorobots qui peuvent justement nous aider à devenir des médicaments. Mais cette fois-ci, vous allez avoir des robots absolument spectaculaires entre les mains. Oui, des vrais coups de cœur, Marjorie. Il faut dire d'abord que ça fait plus de 500 ans que les hommes essaient de réfléchir à des robots, des automates. C'était le cas de Léonard de Vinci en 1495 avec un chevalier qui bougeait un tout petit peu de manière autonome. Il y a eu les automates de Jacques de Vaucanson avec un canard mécanique. Et là, c'est ni plus ni moins un autre animal qui a fait sensation à Lyon et qui est un phoque, Marjorie. Oui. Alors, c'est un phoque, voilà, je viens juste de l'allumer, qui est très émotif, qui est bardé de capteurs. Et là, on a eu un vrai coup de cœur parce qu'il y a des... voilà. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous le rassurez parfaitement bien, mais que fait-il ce phoque robot? En fait, il sert de compagnon et il a été dessiné il y a plus de 20 ans par un japonais qui s'appelle Takanori Shibata. Et en fait, il est parti d'un constat très simple, c'est qu'on ne peut pas avoir d'animaux dans les hôpitaux. Donc en fait, c'est un robot qui en est à sa 9e version. Petit à petit, il est devenu plus léger, on peut le prendre dans ses bras. Il a des capteurs, donc bien sûr, de mouvement, de voix. Il va reconnaître votre voix. Vous allez pouvoir avoir des discussions avec lui. Parce que vous parlez le phoque couramment. En tout cas, j'ai l'impression, et il est très gentil avec moi. Il y a des capteurs un peu partout, c'est ça qui est assez rigolo. Il y en a même sur les moustaches, là, vous voyez. Il réagit dès que vous touchez les moustaches. Voilà, il capte la lumière, la chaleur, la pression. Et il y a même eu un hommage dans les Simpsons, un épisode des Simpsons, où on a vu un Robopet, en fait, qui avait été utilisé par Bart
Simpson. Allez, je vais vous passer ce robot. Je prends le relais de Bart Simpson avec le robot phoque et il va rester avec moi. J'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit quand même, parce qu'on a plein d'autres robots à voir ensemble. Justement, les robots qui jouent sur les émotions, ça c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment. On sait que le psychiatre Serge Tisseron va sortir un ouvrage d'ailleurs à la rentrée de septembre qui sera consacré aux émotions chez les robots, le jour où mon robot m'aimera. Qu'est-ce que ça donne quand on revient du côté vraiment des concepteurs de robots? Oui, Marjorie, il y a beaucoup de robots émotifs. Vous avez vu que le robot Pepper, qui avait été mis en place par le japonais Aldébaran, a eu un grand succès lors de sa sortie il y a quelques semaines. On voit également un gros succès dans la série Real Humans, ou en tout cas Humans du côté britannique. Et puis, si on va en France, entre Toulon et Marseille, il est en forme, notre ami. C'est ce que je vois. Voilà. Et ben, vous avez la société Robopec qui, elle, a mis au point un robot qui s'appelle Riti. Ce qui est intéressant avec Riti, c'est qu'il va pouvoir bouder, avoir des humeurs. Ici, on a une peau en fait en silicone déformable. Et si je lui demande, on va pouvoir interagir avec une tablette, d'être timide, par exemple, il va avoir quelque chose de très expressif. Il va pouvoir être désolé, être furieux également, ou en tout cas avoir un air un petit peu à se poser des questions. Ça, je trouve ça assez rigolo. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit côté Casimir, Shrek, Maître Yoda. Ouais. C'est utilisé au Canada dans les salles d'attente. En fait, il y a une vraie interaction entre un jeune patient qui va pouvoir interagir avec son iPad et le robot va lui demander de quoi il souffre et le jeune patient va peut-être pouvoir lui donner plus d'informations. Les robots également, Marjorie, peuvent servir à jouer. Et là, ça va intéresser tous les âges un petit peu. Oui, parce que si j'ai bien compris, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une démonstration seulement du fait que les hommes, finalement, sont des grands enfants de 7 à 77 ans. Oui, les robots ne doivent pas uniquement nous faire peur. Il ne faut pas uniquement s'arrêter aux études d'Oxford qui disent que les métiers vont disparaître. Les robots vont devenir des compagnons et vont même nous permettre de jouer. Alors, c'est le cas de 2 robots qu'on a ici sur le plateau. Il y a Clément Tony, qui n'est pas encore sorti, qui sortira en septembre, qui s'intéresse aux enfants de plus de 8 ans, qui va leur permettre de programmer. Et puis, on a un autre robot qui est également en développement, qui a été développé par un ingénieur de Bristol qui s'appelle Silas Adekunle, avec une start-up Bristol Reach. Et je vais essayer de le mettre en activité. Et il ressemble d'ailleurs un petit peu à un robot militaire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ici des robots, notamment de Boston Dynamics, ces robots testés justement par l'armée américaine. Il a la même forme, sauf que lui, il va être quand même beaucoup moins invasif. Oui, il y a le côté robot militaire qui fait peur aujourd'hui. On se demande s'il va falloir appliquer les lois d'Asimov. En attendant, moi, je reviens un petit peu ici sur ce robot. Alors, je vais aller sur l'application Mechamister et on va pouvoir mettre en place des combats de robots. Ce qui est intéressant, c'est que le robot a été imprimé en 3D. C'est un vrai bijou technologie. On va pouvoir soi-même le programmer. Et là, je vais juste essayer de tirer avec. Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Voilà, et lancer même des obus. Voilà. Vous avez tué un ennemi imaginaire, tout va bien. Merci infiniment, Guillaume, pour cette séquence forte en émotion et en robotique sur le plateau de Tech 24. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. On se retrouve, nous, comme chaque semaine, sur Facebook et sur Twitter, avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Et on se quitte avec des droïdes chanteurs. C'est leur hymne, restez connectés. On se retrouve très bientôt en plateau. Are you copying me? Let's do it one more time.